Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle vulnérabilité Star qui fait des ravages cette semaine. J'ai nommé Log4Shell et on va essayer d'expliquer ça en moins de 5 minutes et sans gros mots techniques. C'est parti. On va commencer par un peu de contexte. Déjà, Log4Shell, c'est le nom qui a été donné à la vulnérabilité, alors que Log4j, c'est le nom de la librairie qui est impactée. Log4j, c'est une librairie qui a été développée par Apache à la base et qui permet aux développeurs de gérer les logs de leurs applications. Apache a été mis au courant de l'existence de cette vulnérabilité le 24 novembre en privé par un chercheur. Ils ont développé un patch pour pouvoir la solutionner et tout le reste du public a été mis au courant le 9 décembre lorsqu'Apache a sorti son patch 2.15. Depuis, le patch a été pas mal testé et malheureusement on a découvert qu'il y avait encore quelques vulnérabilités qui subsistaient et donc on a eu dans la foulée un patch 2.16 qui est sorti et qui permet de régler a priori la quasi-totalité des vulnérabilités qui ont été découvertes à ce jour. Le nombre de systèmes et le nombre d'applications qui sont impactés par celle-ci est assez énorme. C'est une librairie qui est utilisée par énormément d'applications et malheureusement la quasi-totalité des versions de Log4j est concernée, ce qui veut dire que vous avez énormément d'applications développées soit en interne dans les entreprises, donc sur des programmes privés, mais aussi sur des programmes commerciaux ou publics qui sont impactés. Juste pour vous en citer quelques-uns, vous avez Minecraft, le vCenter de VMware, Elasticsearch, du StackELK. Je vous invite à aller consulter la liste de toutes les applications qui sont impactées par ça. Vous verrez qu'il y en a vraiment énormément. Et surtout, vérifiez si vous, en interne dans vos entreprises, vous n'avez pas des applications qui sont développées sur ça aussi. Pour ce qui est des versions impactées, elles le sont quasiment toutes. Dès que vous êtes en Log4j en version 2.x, c'est quasiment obligatoire. Vous avez ceci dit la version 2.12.2 qui est épargnée, parce que la fonctionnalité qui est la cause de la vulnérabilité a été désactivée. Et vous avez également donc le patch 2.15 qui était sorti pour corriger la plus grosse vulnérabilité et le dernier patch en date, le 2.16, qui lui aussi désactive cette fonctionnalité. Donc si vous avez bien suivi, en fait il y a deux vulnérabilités et on va aller regarder ça tout de suite sur le site d'Apache. Donc la première et la plus critique des deux, ça va être la 44.228 qui a été classée comme critical. Au niveau du score de sévérité, on est au maximum possible, on est à 10 sur 10. La seconde vulnérabilité qui a été dévoilée juste après, celle-ci est un petit peu moins critique quand même, on est sur du 3,7 sur 10 et par contre vous voyez que ça affecte quasiment toutes les versions jusqu'au patch 2.15 qui a été sorti récemment. Pour ce qui est des risques et des menaces, si on va voir pour la 44.228, on comprend rapidement pourquoi est-ce qu'elle a été notée à 10. C'est tout simplement qu'on peut faire de l'exécution de code à distance et malheureusement ça ouvre la porte à énormément de choses. Donc au niveau des menaces, un attaquant peut tout à fait uploader un ransomware sur le serveur qui est concerné, installer des crypto miners, des bots, etc. Donc là on est vraiment au maximum de ce qui peut se faire en termes de risque. Et pour la 45.046, là c'est un petit peu moins grave, on est que sur du déni de service, donc à part faire crasher le serveur et couper le service, il ne pourra pas vous arriver grand chose de plus. Alors maintenant on va essayer de comprendre de façon la plus simple possible comment marche cette vulnérabilité et pourquoi est-ce qu'elle est aussi critique. En fait dans la librairie Log4j, vous avez une fonction de recherche qui s'appelle JNDI qui vous permet d'utiliser des protocoles réseau pour aller chercher des données sur des serveurs extérieurs et ensuite l'exécuter sur le serveur. Là typiquement dans les premiers exemples qu'on a, on va se servir des protocoles LDAP, DNS ou RMI. Le gros problème avec ça, c'est qu'il n'y a aucun contrôle qui est fait sur les données qu'on va aller chercher justement à distance et que si jamais le serveur distant est contrôlé par un attaquant, ça peut donner lieu à une injection de code vu que c'est exécuté ensuite par le serveur. Donc ici, vous avez votre serveur Log4j vulnérable et votre attaquant, qui n'a pas besoin d'être sur le même réseau que vous forcément, peut très bien se trouver à l'extérieur. Cet attaquant, il peut tout simplement vous envoyer une requête HTTP des plus classiques dans lequel il va utiliser cette fonction de recherche JNDI et grâce à elle, il va se servir du protocole LDAP. Il lui suffit de noter une adresse IP qui est contrôlée par lui-même en indiquant qu'il faut aller récupérer le code qui l'intéresse. Bien sûr, au préalable, il aura installé son propre serveur LDAP comme je l'ai dit. Et donc, le Log4j vulnérable va envoyer sa requête au serveur en question. Au préalable, l'attaquant aura mis son bout de code malveillant sur le serveur concerné et le serveur LDAP va envoyer le code directement au Log4j vulnérable. Et une fois ce code reçu, le Log4j va tout simplement exécuter le code directement sans faire aucun contrôle. Et à ce moment-là, si jamais le bout de code malveillant, c'est par exemple un reverse shell qui permet à votre attaquant d'obtenir un contrôle à distance sur le serveur, la connexion sera initiée et à ce moment-là, c'est terminé. Voilà, rien de très compliqué, là je vous ai fait l'exemple avec LDAP, mais gardez en tête que ça ne se fait pas uniquement avec ce protocole-là, tous les autres qui sont concernés, comme le DNS ou le RMI peuvent être utilisés également, donc faites attention au reste quand même. Bien sûr, si vous avez envie de tester ça par vous-même ou de voir si votre système est vulnérable, vous pouvez déjà aller vérifier sur l'exploit.db, il y a déjà 2 exploits qui ont été postés, dont le remote code execution, et si vous creusez un petit peu sur les guides de la communauté, vous en trouverez pas mal d'autres qui sont prêts à l'usage. Alors au niveau des solutions, il y a quand même quelques-unes qui ont commencé à apparaître. La première chose, gardez en tête que c'est
encore très tôt. Donc la première des choses à faire, c'est de continuer à s'informer au fur et à mesure. Pour les vulnérabilités qu'on a découvert au moment où je parle, déjà pour la plus sévère des deux, donc la 44228, celle qui est la plus critique, Apache a déjà posté un bout d'article qui vous permet de prendre quelques mesures pour contrer ça. En gros, la vraie solution pour se mettre à l'abri, ça va être de désactiver cette fonction de recherche GNDI. Donc soit vous mettez à jour votre logiciel, votre Log4j vers les versions 2.12.2 ou la 2.16, ce qui va pour effet de désactiver la fonction, soit vous le faites à la main et vous désactivez carrément la classe entière. Si vous êtes en Java 8 ou plus, il faudra monter jusqu'en version 2.16 si possible, et si vous êtes encore en Java 7, il faudra s'en tenir à la version 2.12.2, à savoir que pour l'instant c'est pas encore compatible, donc malheureusement il va falloir attendre un petit peu et appliquer ça dès qu'Apache a fini de développer ce patch là. En attendant, si pour une raison ou pour une autre vous pouvez pas mettre votre Log4j à jour, il va falloir aller désactiver la classe à la main pour être certain de ne plus être vulnérable. En parallèle de ça, et c'est très bien décrit dans l'article de Trend Micro, vous pouvez déjà mettre quelques filtres en place au niveau de vos pare-feux ou de vos WAF pour essayer de filtrer les requêtes HTTP qui exploitent la vulnérabilité. Après, faites très attention avec ça parce que comme tous les filtrages qui se basent sur des patterns, ça peut être contourné de toute façon et c'est pas une mesure dans le temps qui va être pérenne. Donc je vous conseillerais pas de vous reposer là-dessus, mais plutôt que ce soit une mesure complémentaire pour éviter d'être trop attaqué. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Je ferai très certainement une suite à cette vidéo pour montrer comment est-ce qu'il est possible d'exploiter la faille en question. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de celle-ci. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin, ça devrait pas trop tarder. Pour tous ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, j'ai une autre vidéo qui est en préparation et qui devrait pas trop tarder, donc je vous dis à bientôt. Ciao.